Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, entièrement consacrée à Avicenne, le dernier grand médecin arabo-persan, considéré comme le troisième père de la médecine après Hippocrate et Galien. Mais comme pour ce dernier, nous allons voir si ce titre est justifié, d'autant que la biographie d'Abou Ali al-Hussein ibn Sina, dit Avicenne, fut écrite par lui-même jusqu'à ses 21 ans, puis par son disciple et admirateur Al-Juzani pendant les 25 ans suivants. Et comme nous l'avons dit pour Galien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'autant que les deux hommes étaient d'une grande prétention et conscients de leur valeur. Cette biographie est donc forcément un peu hagiographique. Avicenne naquit en 980 à Ashona, un village près de Boukhara, capitale politique et centre culturel, situé en Transoxianie, dans l'Ouzbékistan actuel. Boukhara, où il se rendit à partir de l'âge de 5 ans, se trouvait sur la route de la soie et surtout dans une riche région agricole qui avait été conquise par les Arabes en 712, mais, au moment de la naissance d'Avicenne, elle était dominée depuis un siècle environ par la dynastie des Samanides, sous l'autorité théorique du calife de Bagdad, mais dont le rôle n'était que d'apparat et religieux. Le mausolée des Samanides se trouve à Samarcande, non loin de Boukhara, qui deviendra la capitale de la région après la chute de cette dynastie. Cette remarque justifie un petit mot sur la situation politique de la région à la fin du Xe siècle, car elle aura une grande influence sur la vie d'Avicenne, qui fut une sorte de médecin périodeute, au sens où nous l'avons évoqué dans une vidéo précédente, et ceci parfois malgré lui. L'empire abbasside, que l'on voit ici en 820, était à l'orée du deuxième millénaire sur le déclin, et le monde arabo-musulman était éclaté en une multitude d'États, certes plus ou moins inféodés au pouvoir central de Bagdad, mais sous la domination des vizirs, les Samanides, les Bouyides, les Alides, sans oublier les peuples turcophones comme les Seljoukides, venus de l'Est. La situation était donc très instable sur le plan politique, mais elle l'était aussi sur le plan religieux, avec pas moins de 3 califats, 2 sunnites et un chiite, qui revendiquaient l'héritage du prophète et la souveraineté suprême. La situation était un peu analogue à celle que connaîtra l'Occident, avec les papes en même temps à Avignon et à Rome. Le calife, représentant de Dieu sur terre, détenait tous les pouvoirs politiques et religieux. Infaillible par nature, il définissait le dogme et interprétait le message divin. Il y avait le califat originel des Abbassides, sunnites, censé régner sur l'ensemble de la communauté musulmane à partir de Bagdad. Le califat chiite fatimide, qui apparut en 909, en Tunisie actuelle, se réclamait de la descendance du prophète par sa fille Fatima, d'où leur nom, et son cousin Ali. En 969, le califat fatimide conquit l'Égypte, où il fonda une nouvelle capitale, le Caire. Face à ce nouvel empire, à visée hégémonique, l'émir de Cordoue, de descendance omeyyade, réagit à son tour en se proclamant calife en 929. Avicenne était certes l'héritier des grands savants dont nous avons parlé, mais il était surtout un homme de son temps, au milieu de ce bouillonnement théologique, de ce contexte politique instable, mais qui était aussi propice au développement des sciences, chaque prince essayant d'attirer les plus grands savants. Si Avicenne naquit d'une mère juive, son père, haut fonctionnaire de la dynastie des Samanides, était un chiite ismaélien, mais il n'adhéra toutefois pas aux idées théologiques de son père. De langue et de culture persane, Avicenne intégra la culture arabe auprès de maîtres que la position de son père lui permettait d'avoir. Enfant, Avicenne acquit notamment une vaste culture encyclopédique grâce à son maître l'herboriste Abou Abdallah al-Natili. Et il devint vite incollable dans ce qu'il considérait comme le savoir fondamental, les mathématiques et notamment la géométrie, les fameux éléments d'Euclide, mais également la logique, en astronomie, avec l'Almageste de Ptolémée, en poésie et en littérature arabe, et bien sûr en religion. À 10 ans, Avicenne connaissait le Coran par cœur. Très précoce, Avicenne s'attaqua ensuite au côté profane des sciences. En philosophie, il intégra sans problème Platon et l'Isagogue de Porphyre, mais il buta sur la métaphysique d'Aristote, qu'il lut 40 fois
et qu'il apprit même par cœur, mais qu'il ne comprit qu'après en avoir lu les commentaires sur l'herméneutique d'Aristote d'Al-Farabi, le plus grand philosophe arabe, mort quelques années avant la naissance d'Avicenne. Un petit mot d'ailleurs sur ce grand penseur, originaire du Kazakhstan actuel, considéré par Maïmonide comme le second maître, le premier étant Aristote, et sur ses rapports à la médecine, qui seront évoqués dans son traité sur les sciences. Pour Farabi, la médecine n'était qu'un art pratique au sens techné d'Aristote, au même niveau que la menuiserie ou la cuisine. Farabi s'opposait surtout aux prétentions philosophiques des médecins, en particulier celle de Galien donnant raison à Aristote contre ce dernier sur les rôles respectifs du cœur et du cerveau. Farabi jugeait les médecins incompétents pour juger de la théorie, de la connaissance du corps, de la santé et des maladies. Ils devaient pour lui se cantonner à leur pratique, observation des symptômes, diététique, hygiène et traitement. Très tôt, en écoutant son père discuter avec son oncle, Avicenne s'exerça surtout à la dialectique aristotélicienne en pesant le pour et le contre, s'initiant ainsi au raisonnement de la pensée grecque. Il termina sa médecine vers 18 ans, avec comme maître le médecin chrétien Issa ibn Aya, et beaucoup de lectures à l'hôpital de Boukhara, puis dans la bibliothèque du sultan Nouim Mansour, qu'il vint soigner avec succès d'une colique, en lui supprimant tout simplement sa vaisselle. Celle-ci était en effet en plomb, et on sait que la diarrhée est une des complications connues du saturnisme, l'intoxication par ce métal. Un incendie détruisit en l'an 1001 la bibliothèque du sultan, qui mourut d'ailleurs à peu près à cette époque, et les ennemis d'Avicenne l'accusèrent d'avoir lui-même mis le feu à la bibliothèque. Ces événements, qui survinrent en même temps que la mort de son père, obligèrent alors Avicenne à quitter Boukhara pour Khiva, dans le Kharzem, une principauté indépendante, qui se situe principalement sur le territoire actuel de l'Ouzbékistan, au sud de la mer d'Aral. Avicenne resta pendant 9 ans dans ce grand centre intellectuel, avec El-Masih, un médecin chrétien en exil. De nombreux écrits de mathématiques, de musique et de philosophie datent de cette époque, durant laquelle Al-Juzani, dont nous avons parlé, devint le compagnon et le biographe d'Avicenne, qui lui dicta de nombreux livres, comme Remèdes pour le cœur ou Questions générales d'astronomie. Les deux hommes s'installèrent ensuite à Djurjan, sur la mer Caspienne, en 1010, où Avicenne commença la rédaction du canon, qui ne sera achevé qu'en 1023. Après un passage à Ray, au sud-ouest de Téhéran, la ville de Razès, Avicenne rejoignit Hamadan en 1015 pour échapper aux Turcs. Comme on le voit, Avicenne était donc un homme libre et sa liberté de penser allait de pair avec sa liberté de mouvement. Sa notoriété, qui le précédait, lui permettait en fait de choisir ses princes. Ainsi, il refusa de servir Mahmoud de Ghazni, le souverain gaznévide, qui avait pourtant réussi à réunir auprès de lui le poète persan Firdoussi et le mathématicien astronome Al-Biruni, dont nous avons déjà parlé. Al-Biruni, qu'Avicenne rencontra d'ailleurs, et avec lequel il entretint une correspondance avant de se fâcher avec lui, comme avec beaucoup d'autres. Comme l'émir Shams al-Dawal d'Hamadan se plaignait de douleurs inexpliquées dans la poitrine et dans le dos depuis des mois, Avicenne diagnostiqua un ulcère à l'estomac et le soigna avec du lait de brebis, là aussi avec succès. L'émir le fit alors vizir, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre. Avicenne, qui faisait donc de la politique le jour, se consacrait aux sciences le soir et la nuit. Il rédigea à Hamadan un traité de médicaments cardiaques et de nombreux écrits administratifs et juridiques datent de cette époque. Avicenne fut disgracié et jeté en prison en 1021 par l'héritier de l'émir. Il parvint à s'enfuir, déguisé en derviche, jusqu'à la ville d'Ispahan. En exil dans cette ville où il resta 14 ans à partir de 1023, il ne s'occupa plus alors que d'astronomie et surtout de médecine. Ce fut la période la plus stable de son existence. Sa journée comportait une visite des malades au Bimaristan le matin, comme on le voit sur cette image extraite du film L'Oracle, adaptation au cinéma du livre Le médecin d'Ispahan de Noah Gordon. L'après-midi était réservé à l'enseignement des sciences et de la philosophie. Le soir, à l'écriture, sauf le vendredi, soir de discussion avec ses confrères
et ses élèves. Malgré ses vicissitudes, ses voyages, ce travail de vizir, l'œuvre d'Avicenne est considérable. Son savoir véritablement encyclopédique et universel lui permit d'écrire 270 livres, voire plus si on en croit un chercheur iranien qui en compte plus de 456 en arabe et 23 en persan, sa langue maternelle. Avicenne écrivit des ouvrages de physique, d'alchimie qu'il réfutait, de géologie, de droit, d'astrologie, à laquelle il s'opposa aussi, écrivant même une réfutation de l'astrologie, mais surtout des ouvrages de philosophie et de médecine. Son Kitab al-Shifa, livre de la guérison des âmes, est un traité de métaphysique et de philosophie selon Aristote. Avicenne voulait que ce livre soit pour l'âme ce que le canon, dont nous allons parler, était pour le corps. La philosophie d'Avicenne, développée dans ce livre, dans lequel on trouve aussi de la métaphysique, de la logique, des mathématiques ou des sciences dites naturelles, car toute cette discipline devait faire partie, selon lui, de la formation de tout philosophe, influencera considérablement la pensée de la scolastique médiévale, d'Albert le Grand à Roger Bacon, en passant par Thomas d'Aquin, cherchant à rendre conciliables science et religion. Cette œuvre philosophique est même sans doute plus importante que son œuvre médicale, mais la médecine fut quand même le sujet de 16 livres parmi les 156 parvenus jusqu'à nous. La plus connue de ses œuvres médicales est bien sûr son Canon de la médecine, Kitab al-Kanum. En grec, canon signifie règle, précepte, terme d'ailleurs que l'on retrouve dans le droit canon. Dans l'introduction du canon, Avicenne détermine l'objectif de la médecine en écrivant « Je dis que la médecine est une science dans laquelle on étudie les états du corps humain par rapport à ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, dans le but de préserver la santé quand elle existe déjà, ou de la rétablir quand elle a été perdue. » Ce livre, qui est toujours une encyclopédie comme le Continent de Rhazès ou le Livre du Prince d'Al-Majouzi dont nous avons parlé, se voulait en fait un résumé des connaissances de l'époque, et notamment de Galien et d'Hippocrate, fondé sur des règles précises et logiques, élaborées selon une nouvelle codification. Il comporte 5 livres. Le premier livre est une représentation générale en anatomie, celle de Galien, car Avicenne n'a jamais disséqué un cadavre, en physiologie, celle des humeurs d'Hippocrate et des tempéraments de Galien, de sémiologie et de pathologie, avec une étude des symptômes, l'utilisation de la percussion, peut-être même de l'auscultation, analyse des urines, énumération de 60 types de poux, nous y reviendrons. Ce premier livre peut d'ailleurs être considéré comme un ouvrage à part entière et connu sous le titre Kitab al-Kuliyat, traduit par le livre des généralités. La fin de ce premier livre s'intéresse à la préservation de la santé par le régime, où la tempérance est de mise, à l'hygiène et à la médecine psychosomatique. Le second livre est un ouvrage de thérapeutique avec des dosages. Il s'agit d'une première étude rationnelle en pharmacologie avec une liste de 760 simples provenant des 3 règnes de la nature, végétale, animale, minérale. Le troisième livre énumère des pathologies spéciales, décrites, comme toujours, selon la tradition, de la tête aux pieds, parmi lesquelles on retrouve l'amour, classé dans les maladies cérébrales entre l'amnésie et la mélancolie. Le quatrième livre traite des maladies générales, comme les fièvres, les infections, comme les furoncles, soulignant le caractère contagieux de la tuberculose et la différence entre variole et rougeole, comme Rhazès d'ailleurs l'avait fait avant lui. Mais ce livre évoque aussi les empoisonnements, l'obésité, ainsi que la chirurgie, notamment le traitement des luxations et des fractures. Avicenne parle dans ce livre de la lèpre, dont il décrit bien les mutilations, mais dont il nie la contagiosité, comme la plupart de ses confrères à l'époque, l'alliant à l'abus de poissons, contrairement aux Occidentaux qui la rencontreront pendant les croisades et qui seront partisans de l'exclusion. Le cinquième livre est un formulaire pour la préparation de pommades, de crèmes, etc., avec là aussi des posologies très précises. Il restera la référence en pharmacie durant 7 siècles. Cette classification participa grandement au succès de cet ouvrage, dont on voit ici une copie enluminée de l'an 753 de l'Hégire, qui se trouve dans le musée Tarek Rajed au Koweït. Avicenne composa lui-même un abrégé pour les étudiants et pour les princes, pour qu'ils dépistent les charlatans. Le poème de la médecine comporte 1326 vers qui permettaient une meilleure mémorisation. Ici,
on voit l'exemplaire de 1353 qui se trouve au Wellcome Institute. Nous avons vu que 4 sources furent à l'origine de la médecine arabe. La médecine grecque hippocratico-galénique, de loin prédominante avec Dioscoride, la médecine indienne traditionnelle, la médecine sassanide et la tradition médicale des Bédouins. On retrouve les mêmes sources dans la médecine d'Avicenne, mais avec quelques variantes. Nous avons vu en effet que les 2 médecins les plus réputés de la médecine indienne étaient Susruta de Bénarès et Tsaraka de Taxila. Mais Avicenne fut davantage influencé par des ouvrages plus tardifs de la médecine ayurvédique, ceux de Karaka, de Sukruta, de Vakbata et de Madhavakara. La lecture du canon nous permet d'apprécier l'étendue des connaissances d'Avicenne dans les grands domaines de la médecine. En tant qu'anatomiste, et en l'absence de dissection, Avicenne se contenta des écrits de Galien et d'Aristote, et de leurs erreurs, puisque essentiellement basés, comme nous l'avons dit, sur des dissections animales. En ostéologie, Hippocrate comptait 110 os, Galien plus de 200. La médecine indienne, où la dissection était autorisée sous couvert de purification, comme chez les Hébreux, 306. Mais les médecins indiens mélangeaient os, cartilage, tendons. Avicenne, qui en comptait 248, n'était finalement pas loin du bon chiffre, 214, dont 206 os constants. Voyons maintenant l'Avicenne physiologiste. Galéniste convaincu, Avicenne attribuait une grande importance au tempérament, variable selon les âges, tempérament chaud et sec chez l'enfant, chaud et humide chez le jeune, froid et sec chez le vieillard, d'inspiration galéniste, mais également à la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate, dont le déséquilibre entraînait la maladie. En physiologie cardiovasculaire, Avicenne était également fidèle au modèle de la circulation de Galien, avec ses 2 systèmes indépendants, l'un pour le sang, l'autre pour le pneuma, et le passage de sang à travers la cloison interventriculaire. Pour Galien, le cœur n'était néanmoins moins une pompe qu'une chaudière, source de la chaleur vitale qui s'éteint avec la mort. Pour Avicenne, le cœur était en plus le centre des émotions, puisque celles-ci en augmentent les battements. Nous verrons que ce schéma, où il n'était pas question de circulation mais d'irrigation, ne sera modifié que par le médecin du Caire Ibn al-Nafis 2 siècles plus tard, dans des commentaires qu'il fera justement de l'œuvre d'Avicenne. Sujet que nous aborderons dans la vidéo d'Histomède, qui a découvert la circulation sanguine. En physiologie respiratoire, l'esprit vital échauffé, qui naissait dans le cœur par mélange du sang pur avec l'air inhalé grâce à la chaleur du cœur, s'élevait alors comme un gaz vers les organes, par les artères, gaz bien sûr différent de notre oxygène. Depuis Aristote, on pensait que la ventilation avait un rôle de refroidissement du sang par les poumons. Avicenne envisagea en plus la notion d'épuration du sang au niveau des poumons par le rejet d'une vapeur de fumée ou vapeur méphitique, théorie qui restera peu exploitée jusqu'à Lavoisier. En physiologie digestive, Avicenne restait là aussi très galéno-hippocratique dans sa théorie des coctions successives. Parmi les théories du fonctionnement du système nerveux et des organes des sens, Avicenne considérait la rétine comme plus importante dans la vision que le cristallin. Dans le domaine de la clinique, Avicenne attribuait 3 grandes causes aux maladies. Les causes externes étaient en rapport avec le climat et l'environnement. Il entrevit d'ailleurs le rôle des rats dans la propagation de la peste et accordait de l'importance à l'épidémiologie et à la notion de contagion, accordant un rôle à l'eau et à la terre dans la transmission des maladies. Les causes internes étaient dues selon lui à l'altération ou au déséquilibre des humeurs, comme l'excès de bile noire responsable de la mélancolie. Parmi les maladies ayant une cause interne, citons la goutte, les verrues ou les calculs rénaux. Il existait une 3e série de causes, dont les agressions chimiques ou mécaniques, entraînant traumatismes et lésions anatomiques, et les désordres de configuration comme les tumeurs et les malformations. Il faut préciser qu'à aucun moment, la maladie n'était considérée par Avicenne comme un châtiment, comme c'était encore le cas en Occident à la même époque. Pour Avicenne, la maladie était naturelle et évoluait en 4 étapes: début, accroissement, acmé et déclin. Pour l'examen du malade, Avicenne décrivit 32 sortes de poux, 5 de plus que Galien, qu'il prenait au poignet, là où les artères sont voisines du cœur,
et dont la valeur diagnostique lui était essentielle, mais dont la description nous est obscure. Pouls de gazelle, ondulatoire, dentelé, frémissant, languissant, en queue de souris, comme une corde, enfin paresseux, proche de la mort. Cette étude du pouls lui permit d'envisager néanmoins le diagnostic de thrombose vasculaire et de montrer que le froid contractait les vaisseaux. Comme beaucoup de médecins de l'époque, Avicenne s'intéressa à de nombreuses infections intestinales. Il sépara même les différentes formes d'ictère, diagnostiqua la sténose du pylore et l'ulcère de l'estomac. Il connaissait également les atteintes cutanées, comme la filaire de Médine, décrite déjà par Rhazès, et les maladies vénériennes. Il maîtrisait bien sûr la sémiologie pneumologique et l'étude clinique de l'atteinte pleurale lui permettait de distinguer la pleurésie de la médiastinite et de l'abcès soufrénique. En sémiologie neurologique, il fit une description de la méningite responsable de céphalées irradiant dans la nuque, d'une agitation précédant une torpeur, elle-même suivie de convulsions, de cris, de crainte de la lumière, le tout dans un contexte fébrile. Il décrivit aussi de façon précise le trajet de la sciatique et les deux formes de la paralysie faciale, périphérique et centrale. Il décrivit enfin l'ictus apoplectique dans la pléthore. Avicenne fut également à l'origine de la mode de l'uroscopie, qui devint même primordiale aux médecins des générations suivantes. Ignoré d'Hippocrate, malgré les nombreuses représentations de ce dernier mirant des urines, le mirage des urines mettait en contribution la vue, l'odorat et le goût du médecin. La nature sucrée des urines dans le diabète n'était néanmoins pas connue des médecins arabes, et les différentes formes de diabète volontiers confondues, contrairement aux médecins indiens qui avaient noté que les fourmis étaient attirées par l'urine des gens qui présentaient une maladie émaciante. Les médecins hindous séparèrent même deux types d'une maladie qui présentaient des symptômes similaires. Ils parlaient, dans le premier cas, d'urine sucrée qui touchait spécialement les personnes maigres, puis, dans un deuxième cas, d'urine de miel, appelée aussi le madhumeye, qui touchait particulièrement les populations aisées en raison de leur consommation accrue de sucre. On différencie aujourd'hui les diabètes de type 1 et de type 2. L'uroscopie, ou mirage des urines, prit une importance diagnostique essentielle au Moyen-Âge en Occident, mais l'idée d'en apprécier la quantité pourtant fondamentale de nos jours ne viendra que de nombreux siècles plus tard. Comme celle d'Hippocrate ou de Galien, la médecine d'Avicenne ne comporte pas le terme de diagnostic. Le médecin perse préférait utiliser une périphrase signifiant induction à partir des symptômes, parmi lesquels se regroupaient des signes fonctionnels et le fruit de son observation. Voyons maintenant l'Avicenne thérapeute. Ignorant les causes des maladies, la thérapeutique ne pouvait être que préventive ou tendre à soulager les symptômes, à l'exemple de la glace sur le front dans les migraines. Cette chirurgie, en l'absence de connaissances anatomiques qu'auraient pu fournir des dissections humaines, ne pouvait s'attaquer aux organes profonds, contrairement à cette illustration, et surtout à cette scène du film L'Oracle que nous avons évoqué, où le prince se fait opérer d'une appendicite. Le rôle de l'hygiène était par contre primordial, notamment les hammams, ainsi que la diététique, importance du repos et du sommeil, combattre l'obésité, éviter la pollution de l'air. Ce qui n'empêcha pas Avicenne de peu dormir et, paraît-il, de boire du vin de manière immodérée, mais ceci ne nous regarde pas. Il accordait aussi une grande place à la musique pour une bonne santé psychique et physique. En pharmacologie, Avicenne cherchait à corriger le déséquilibre des humeurs en combattant le mal par son contraire. On sent à nouveau l'influence de Galien avec la notion de degré d'intensité de 1 à 4 pour une qualité donnée pour chaque médicament. Si Dioscoride avait environ 1000 drogues en catalogue, Avicenne n'en avait que 765. Il se rattrape sur le nombre de timbres à son effigie, en étant sans doute le médecin arabe le plus timbré. Pour Avicenne, la connaissance en thérapeutique passait avant tout par le raisonnement, notamment pour les médicaments composés, et par l'expérience. Il ébaucha une véritable méthode en instaurant un tableau synoptique classant les médicaments selon leur qualité et leur degré, en préférant d'ailleurs les produits purs avant de faire des mélanges. Mais aussi en essayant des médicaments sur des malades différents, considérant que l'effet bénéfique d'un médicament
devait être observée dans beaucoup de cas pour ne pas être considérée comme accidentelle, notion que certains ont oubliée aujourd'hui. Avicenne préconisait aussi de ne pas appliquer systématiquement les observations faites sur les animaux à l'homme. Quelques traitements proposés par Avicenne étaient plutôt judicieux. Traiter les anémiques par l'ingestion de moelle osseuse fraîche, donner de l'écorce de quinquina dans du vin chaud dans le paludisme, faire des lavements de miel et d'eau tiède en cas d'hypoglycémie, donner de la colchique dans la goutte. Sans oublier l'utilisation d'analgésiques, parmi lesquels Avicenne classait l'opium, la mandragore, la jusquiame, la ciguë et la morelle noire, plantes qui comportent en effet de nombreux alcaloïdes. Avicenne mourut sur le chemin en se rendant à Hamadan en 1037, sans doute d'une pathologie intestinale infectieuse. Mais, et même si cela ne nous regarde pas, son goût pour le vin n'est peut-être pas innocent dans sa mort à l'âge de 57 ans. Son tombeau devint un véritable lieu de pèlerinage et un nouveau mausolée fut même érigé en 1950 à Hamadan. De nombreux hôpitaux portent son nom dans les pays arabes, au Caire, à Bagdad, à Rabat, à Dacca, à Bogra, au Bangladesh ou en Arabie Saoudite, mais aussi en Occident, à l'exemple de l'hôpital de Bobigny. Bible de la médecine jusqu'au XVIIe siècle, le canon, dont il existe de nombreux et superbes exemplaires manuscrits, bénéficia d'une traduction latine entre 1150 et 1187 par Gérard de Crémone à Tolède et en hébreu en 1279. La première édition en latin fut imprimée à Milan en 1473 et la première impression en arabe fut réalisée à Naples en 1491. Puis le canon fit l'objet de belles éditions latines à Padoue, Rome, Milan, Venise, Louvain. Deuxième livre imprimé après la Bible pendant un temps, le canon, Fatra obscur pour le médecin moderne, fit partie de l'enseignement obligatoire dans les universités de médecine en Europe pendant des siècles, et on dénombre pas moins de 16 rééditions au XIVe et plus de 20 au XVIe siècle. Pourquoi ce succès, me direz-vous ? Avicenne, théoricien de la médecine plus que praticien, ne fit en effet aucune découverte sémiologique. Son canon ne donna aucune grande nouveauté par rapport au continent de Rhazès ou au livre du prince d'Al-Majouzi, et il ne proposait aucun traitement véritablement révolutionnaire par rapport à ces derniers. Comme nous l'avons dit, le canon était en fait davantage une synthèse intelligente et raisonnée d'Hippocrate et de Galien, raison pour laquelle les trois médecins sont souvent représentés ensemble, comme sur ce bas-relief, inspiré de cette gravure, mais que l'on retrouve aussi sur le frontispice de ces belles éditions latines du canon, ainsi que dans d'autres œuvres, comme cette Pharmacopée, publiée à Londres en 1618. Paracels, dont nous reparlerons, considérait le canon comme une vulgaire compilation d'Hippocrate, de Galien et de Dioscoride pour la Pharmacopée. Il n'avait pas complètement tort, mais le succès du canon et la postérité d'Avicenne, dont il existe d'ailleurs autant de bustes que de timbres, s'explique avant tout par le souci de rationalité, de logique, de cohérence et de clarté dans l'écriture avec des chapitres, des sous-chapitres et des paragraphes. Et surtout, de l'introduction en médecine d'une méthodologie héritée de la dialectique aristotélicienne. Il fallait, pour arriver à ce résultat, un esprit universel, à la fois philosophe et médecin. D'où ce titre mérité, malgré tout, de troisième père de la médecine que nous avons évoqué en introduction de cette vidéo. Vidéo d'Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en